Et voilà, c'est déjà l'avant-dernier jour du festival, du 10e festival, du film de Montreuil, 10e édition. J'espère que vous en avez bien profité et que vous continuerez à venir nous voir demain, on est très contents. En tout cas, merci de votre présence, de votre enthousiasme. Toutes les rencontres se sont vraiment très bien déroulées. Jusqu'à maintenant, je pense que celle de ce soir ne va pas faire exception, parce que moi, c'est un des films que j'aime vraiment beaucoup. Je ne les ai pas tous vus, parce qu'on est plusieurs à faire la programmation. Mais je suis très contente qu'on ait pu organiser cette avant-première. Donc Louis Garrel nous rejoindra à l'issue de la séance pour un échange, bien sûr. Je remercie la distributrice Émilie de Advitam pour avoir pu... Vous pouvez l'applaudir, oui. Toujours penser au distributeur parce que... pour avoir pu organiser cette avant-première. Je vous rappelle le principe, vous avez ce petit bulletin prix du public. Donc c'est une méthode sans crayon, sans rien. Vous choisissez la note que vous voulez donner au film, par exemple 5, par exemple, enfin, c'est vous qui voyez, et vous déchirez sur le 5. Ou sur le 1, ou sur le 2, ou sur le 3, ou sur le 4, je ne veux pas vous influencer, et vous donnez ce bulletin aux adhérents de Rancard Méliès qui sont à la sortie. Et au passage, je les remercie également, toute l'association de Rancard Méliès, que vous pouvez aussi applaudir. Les partenaires du festival depuis la première édition. Et c'est un partenariat précieux. Et je salue également au passage le jury, vous êtes tout le jury. Ah, ça va le jury, toujours ? Bon, donc vous avez de la chance en ce moment, ces gens-là voient 4 films par jour. Vous pouvez les applaudir aussi. Je vous souhaite une très bonne séance. Je ne vous dis rien sur le film parce que je ne l'ai pas fait et que je préfère vous laisser découvrir pour plein de raisons dont on parlera tout à l'heure. Vous en laissez découvrir tous les aspects. Je vous souhaite une très bonne séance, une très bonne avant-première. Et on se retrouve tout à l'heure avec le réalisateur et acteur Louis Garrel. Merci. Ça y est, ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour ce film. Je vais poser 1, 2, 3 premières questions, mais dès que vous voulez prendre la parole, manifestez-vous. Moi déjà pour commencer, j'aimerais bien qu'on parle de plaisir, parce que c'est vraiment le mot qui pour moi me vient en tête quand je pense au film, le plaisir du spectateur, le plaisir du cinéma. Ça passe par plusieurs choses, mais une chose en particulier qui est peut-être un mélange de genres assez défini, mais qui forme un tout très cohérent et très, très agréable. Juste en parlant de la première scène, on est dans un polar, puis en fait non, c'est une pièce de théâtre. Et puis en fait, on est en prison, donc peut-être qu'on est dans un polar quand même. Et puis ensuite, on est dans une histoire comédie familiale, mais il y a quand même une tension, une tristesse. Et puis là, bon, Herbert Léonard surgit et c'est le plaisir. Je voulais savoir si vous, c'était votre plaisir de réalisateur de tisser ces genres assez définis pour en faire votre film très singulier. Bonsoir, merci beaucoup d'être si nombreux, c'est vraiment sympa. Je ne sais pas si vous avez décidé ensemble de venir nombreux, mais en tout cas... Si, c'est une famille entière. C'est le résultat du... Et non, l'histoire du plaisir, qu'est-ce que c'est? Non, quand j'imagine faire un film, mon angoisse principale, c'est que les gens s'ennuient. Donc, j'essaie en permanence de me dire comment je ne vais pas ennuyer les gens, quoi. Comment je vais les asseoir. Et donc je pense que parce que les gens me disent ça souvent, en me disant ah, tiens mais le film c'est drôle parce qu'en fait il y a plusieurs genres en un. En fait c'est le fait peut-être de l'inquiétude, comme il n'a pas un thème, comment on pourrait dire, sociétal, ou c'est pas un film sur aujourd'hui ou un sujet précis, j'en sais rien. Donc mon idée c'est de dire je vais jouer avec le public, quoi, pour que le public joue avec moi.
première scène, je le piège, et donc c'est aussi une manière de dire, voilà, je vais essayer de vous surprendre tout le long du film. Après, je pense que le principe de départ, c'était de faire un polar, et puis ensuite, c'était de dire, je fais un polar, mais tragicomique. C'est-à-dire, c'est tragique au sens des sentiments, parce que les sentiments, s'ils ne sont pas traités de manière tragique, il y a quelque chose qu'on trahit, quoi. Parce que des histoires d'amour, des histoires de mère-fils, si c'est pas tragique, il y a un problème. Mais je le fais de temps en temps ironique ou comique, ou en tout cas, je le mets à distance, on pourrait dire, je fais une distanciation pour que les gens n'aient pas l'impression que je les ai volés ou ennuyés, quoi, voilà. Mais ça c'est par goût personnel, à part des grands metteurs en scène qui sont ou des poètes, ou vraiment des gens très très rigoureux, où j'accepte de ne pas rire un peu de temps en temps. Sinon un film, moi, où je n'ai pas la distance, où j'ai pas un trait d'esprit, je me sens... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Il faut que je sourie un peu. Voilà. C'est une manière de jouer, et c'est le même principe avec le film, de dire ce sont des acteurs. Vous faites semblant de croire que les acteurs ne sont pas des acteurs. Alors je dis à nous, Noémie et moi, peut-être pas tout le monde nous connaît, mais un peu, vous savez, on est des acteurs, on fait semblant de ne pas être des acteurs, et bien on va faire semblant de ne pas être des acteurs, ou on va faire semblant d'être des acteurs qui jouent mal, ou truc comme ça. C'est un triple, quadruple jeu, quoi. Voilà, c'est pour essayer de faire participer le public au film le plus possible. Donc le plaisir, c'était la ligne directrice tout le long du tournage et de l'écriture et même du montage. Et de l'exploitation, apparemment. Là, les gens n'ont pas encore assez rigolé, mais d'accord. J'espère que je vais les faire plus rigoler tout à l'heure, mais pour l'instant, j'ai pas encore... Enfin, oui. Non, je pensais du coup, à la scène du restaurant qui pour moi c'est vraiment une scène magnifique et très emblématique de ça, de ces points de bascule où les personnages jouent et en même temps se révèlent l'un à l'autre, avec l'intervention ou pas du troisième larron qui observe, qui est à la fois un observateur, mais aussi, sans le savoir, partie prenante du trio, en fait, puisque ça... Ouais. Et je trouve que cette scène est extrêmement virtuose dans les passages de sentiments où les personnages, du coup, encore une fois, se révèlent leurs sentiments. Comment est-ce que vous avez travaillé à l'écriture et en termes de mise en scène, cette scène en particulier? Ça, c'était vraiment une des scènes qui était très difficile pour moi. Enfin, quand on fait le film, on a le scénario, on a un plan de bataille, puis ensuite généralement on se met d'accord sur le plan de bataille, puis ensuite on va faire des repérages, on cherche, on dit bon voilà, ça sera le lieu de la bataille, il y a les acteurs, on essaie de mettre tout en place. Et ça, c'est vraiment, j'ai eu du mal à m'arrêter avant la guerre, c'est-à-dire avant le premier jour de tournage, parce que pour le coup c'était une scène auquel je tenais beaucoup, et c'est une scène que j'ai réécrite vraiment, là, je pense la veille, à 3h du matin, alors qu'on tournait la nuit, mais j'ai vraiment réécrit plusieurs fois en prenant des acteurs, pas les acteurs du film, en les filmant, en recorrigeant, parce qu'elle était fine, c'était fin. Et ensuite, voilà, ça c'est aussi l'idée du film, c'était qu'il fallait livrer des performances. Enfin, je souhaitais vraiment que les acteurs du film puissent vraiment livrer des performances, au sens pas du tout un jeu naturaliste, mais un jeu d'acteur presque de théâtre, qui moi me fait pas peur. Si à un moment donné le cinéma a eu peur du théâtre, maintenant il en est trop amnésique, on pourrait dire, je trouve. Et du coup, c'est beaucoup par le talent de Noémie Merlan et aussi d'Yanis Kebab, qui joue le chauffeur de camion, qui ont transcendé la scène, quoi. Voilà. Après, comment on est passé d'une chose à l'autre, ça, on a eu de la chance. Parce que moi, je l'aime beaucoup aussi, cette scène, même quand je la regarde, on l'a faite avec Naïla Guiguet, la scénariste, et Tanguy, et je trouve que maintenant, elle fonctionne bien, parce qu'à un moment donné, je ne sais plus, est-ce que je dois être ému, est-ce que je dois rire, vraiment, donc, du coup, on a atteint un truc de justesse que je trouve très, très bien, quoi. À regarder, ça me plaît. On peut peut-être parler du troisième acteur de la scène, du coup. Yanis Kebab Non, vous. Mais ça, oui, le troisième acteur, mais ça c'est compliqué, parce que ça fait partie. Souvent les gens me disent, mais est-ce que c'est pas trop difficile de mettre en scène et de jouer? Et je dis, non, plus c'est difficile, plus j'aime bien, parce que justement, il faut se creuser la tête et essayer de trouver des solutions. Mais c'est vrai que ce jour-là, c'était particulièrement difficile, parce que dans une scène à plusieurs, moi, le metteur en scène, je commence toujours par les autres acteurs. Je les filme d'abord eux. Et assez vite, j'ai vu que Noémie montait très très haut. J'ai pas peur de le dire, elle est très très haute dans la scène, très forte.
Vraiment, elle m'a épaté, quoi. Yanis Kebab, qui lui n'avait jamais fait de cinéma, qui fait du stand-up à Lyon. J'ai vu ses gros planches. J'étais par terre sous la table de rire, tellement il mangeait son nez flottante et qui nous écoutait, qui est probablement une des choses les plus difficiles à faire au cinéma, d'écouter des gens en mimant, de faire semblant qu'on ne sait pas qu'on est regardé. C'est vraiment, je ne sais pas s'il y a des acteurs dans la salle, ils me comprendront, c'est la chose la plus difficile à faire. Et quand j'ai vu le niveau des deux, Yanis et Noémie, après j'ai dit, ah c'est super, vous êtes magnifiques, je me suis souvenu qu'il fallait que moi aussi je mette mon plan. Et en plus Noémie, comme je pense qu'elle a sorti la scène en 8 prises, et elle a eu comme une sorte d'allergie, ce qui fait qu'elle n'a pas pu me donner la réplique en me regardant. Parce qu'en fait, elle avait plus Dieu. C'était tout rouge, on était à 60 km de Lyon, on a essayé d'appeler un médecin, il dormait tous, c'était 4h du mat, bref. Du coup, j'ai joué face à quelqu'un qui ne me regardait plus et qui... Ça, c'était une des galères du tournage. Et voilà. Est-ce qu'il y a une première question, remarque ou... Ah, au premier rang. C'est très bien pour vous. Bonsoir messieurs, dames. Pourquoi l'innocent dans votre film polar tragique-comique, il n'y a pas d'innocent, quoi? Je n'ai pas remarqué qu'il y avait quelqu'un d'innocent. C'est peut-être une réminiscence. Un jour, j'étais allé... ça va être je fais un hors-sujet, d'accord? Mais un jour, j'étais allé à un tribunal. Et puis tout d'un coup, il y avait un type, ça va être un peu dramatique en plus que je vais raconter, mais c'est comme ça. Il y avait quelqu'un qui on disait, voilà, le juge s'adresse à un jeune homme, il lui dit, voilà, vous volez des voitures, vous passez devant des tribunaux, vous allez en prison, vous ressortez, vous revolez des voitures, vous allez encore en prison, aujourd'hui vous êtes ici pour revoler une voiture. Pourquoi? Ça fait 3 fois que je vous l'ai dit, mais oui, mais cette fois-ci, je devais aller à l'enterrement de mon père. Et tout d'un coup, j'ai regardé, j'ai dit, ah oui, voilà, il n'est pas coupable, quoi. Il avait une bonne raison. Et c'est vrai que j'arrive pas vraiment à me dire Rochdy, il est coupable. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où on connaît la raison de pourquoi est-ce qu'ils font les choses, c'est ça qui est difficile. D'ailleurs, j'aimerais pas du tout être tiré au sort dans le truc des jurés, là. J'aurais vachement de mal, parce qu'à partir du moment où je connais la raison, si sauf si c'est le mal en personne, d'où vient le mal, non, mais pour moi, là, bon, en plus, là, c'est vraiment un braquage de gens plutôt gentils. En plus, pour moi, il y en a un qui se prend une balle dans le genou, alors qu'il est aussi complice du truc. Et il y a aussi l'idée, c'était le truc du film, c'est que l'innocent, il s'adresse à plusieurs personnes. C'est moi qui ai tué mon épouse au volant d'une voiture, je suis innocent de la mort de ma femme, et aussi Rochdy, d'une certaine manière, quand il ressort, bon, bah voilà, il a purgé sa peine, maintenant il est innocent, et aussi c'est aussi Anouk, bizarrement, et aussi Noémie, c'était l'idée de dire, voilà, on les aime vraiment bien, on a envie qu'ils réussissent, on les trouve innocents au point de vue de la naïveté. Et sinon, du point de vue de la loi, non, ils ne sont pas innocents, c'est sûr. Qui veut poser la suivante? Oh la vache. J'étais à Toulouse, c'était un festival de questions, je vois Montreuil, c'est vraiment Allez, Montreuil, il faut chauffer. La froideur de Montreuil, là. Oh, montrez-lui la chaleur de on a fait la Montreuil. fête et tout, c'est génial. Bonsoir. Ah, mais ça, c'est dur. On a notre réputation de Parisien, un peu comme ça, elle est réelle, hein, je veux dire. Pardon, excusez-moi. Bonsoir. Je peux y aller? Ouais, allez-y. Monsieur Garel, vous êtes un grand fan de la variété des années 70? Oui. Gérard Blanc, Herbert Léonard, Nananini, Catherine Lara, si j'ai bien compris. C'est 80 là plutôt là. 80, ouais. C'est vous qui avez fait le choix de bande-son? Ah oui, oui. Ouais, Il y a des raisons particulières? Herbert Léonard c'était présent depuis l'écriture du scénario, parce que je trouve, comme on vient de me poser la question, ça ouvrait bien le thème du film, ou en tout cas l'ambition du film qui serait pour le plaisir. Et après Catherine Lara, c'est des fétiches, c'était aussi depuis au scénario. J'aime beaucoup Patrice Chéreau, j'aime beaucoup un film de lui, enfin j'ai un rapport compliqué au film que j'aime plus, mais en tout cas que j'aime quand même, qui est Ceux qui me prendront le train. Il y a Catherine Lara dedans, c'est une manière de citer Catherine Lara, et en plus c'était aussi une raison narrative qui est que je voulais que le film, parfois, pas toutes les musiques, en tout cas que parfois on baigne dans l'univers musical de la jeunesse de la mère, d'Anouk Grimbert.
comme que le film devait baigner dans son truc, parce que c'est elle le moteur de tout. Et je trouve que Sylvie, la mère, a comme une espèce de folie enfantine qu'elle n'a pas abandonnée, du point de vue de comment elle aime, comment elle vit. Et donc, d'une certaine manière, c'est comme si ça jouait toujours, quoi. La musique qu'elle écoute joue toujours depuis les années 80. Mais sinon, j'aime vraiment bien ça. Hein. Les gens me posent la question, à Montreuil, pas à Toulouse, les gens aiment bien normalement. Mais sinon, les gens me posent la question, pourquoi vous aimez quel kitsch incroyable. Moi, j'aime beaucoup la variété française en général, et celle-là, je l'aime vraiment bien. Et je trouve aussi, comme on a toujours, enfin celui-là en tout cas, je voulais que le film puisse parler aux gens, et la variété parle à tout le monde en fait. Même quand on n'aime pas ça, on a du mal à pas y succomber, parce que c'est des termes assez génériques. C'est des histoires très simples, la plupart du temps amoureuses, très très sentimentales. La variété, elle est sentimentale, on a rarement les premiers degrés, quoi. Donc on a un plaisir à se mettre dedans, et je trouve que c'est bien pour le cinéma, la variété. C'est des trucs, oui, voilà. J'aime bien la musique noble, et pour le cinéma, c'est bien de la musique un peu, disons, pas noble. Vous voyez ? Un peu plus évidente, un peu plus immédiate peut-être. Oui, non, on peut mettre Malheur, si vous voulez, j'aurais pu voir le film avec Malheur. Entre ça malheur aurait été et un peu plaisir. bon. Non, Herbert Léonard, je trouvais ça, c'était plus juste quoi, pour le début du film. C'est plus naïf aussi, vous voyez. Le film, il avait un principe de naïveté que j'aimais bien, et je trouvais que ouais. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bravo. Merci. Je trouve que les personnages sont très très attachants. Et cette part de naïveté fait que on est complètement dedans. Et moi, je me demandais justement, en tant que le fait que vous jouez beaucoup dans le film, comment vous avez fait travailler les acteurs du coup. Il y a des moments où vous aviez quelqu'un qui jouait juste je sais pas, pour avoir un œil extérieur aussi de réalisateur sur la direction d'acteur, ou comment vous avez procédé? Non, pas du tout. Non, il n'y a personne qui joue le personnage que je fais, jamais. D'accord. Mais c'est empirique en fait. Je commence le scénario, je commence à jouer les scènes avec les scénaristes, je leur joue un peu, c'est comme ça qu'on écrit, puis ensuite je commence à jouer avec mon équipe technique en repérage, pour essayer de voir déjà si ma scène fonctionne, si j'en ai pas trop honte quand je la fais devant eux, puis ensuite je rencontre les acteurs, je répète avec les acteurs, et ensuite au bout d'un moment donné, ma petite centrale atomique, elle commence à être autonome. Surtout là où je sentais, en fait, la vérité c'est que Anouk Grimbert, quand elle est venue, j'ai senti tout de suite qu'elle avait envie de ressembler à son personnage, qu'elle l'aimait vraiment, qu'elle l'idéalisait. Roche dit pareil, il idéalisait son personnage, et Noémie pareil, elle l'idéalisait. Et en fait, quand on est face à des acteurs qui commencent à se dire me voilà en réalité augmenté quand je suis avec les habits du personnage, il n'y a plus grand chose à faire. Du coup, c'est petit à petit en fait que ça se fait. Mais sinon, on n'a jamais fait ça. Par contre, j'ai quelqu'un qui s'appelle Anaïs Sergent, qui est une script, qui est tout le temps derrière ce qu'on appelle le retour vidéo, qui me dit quand je joue, c'est à elle que je m'adresse. Enfin, je joue pas pour moi, je joue pas pour moi-même. Après, je peux regarder quelques prises puisqu'on les enregistre, mais c'est beaucoup elle qui est la première spectatrice de ce que je fais. Les autres, je confirme ce que je ressens avec Anaïs, ce que je sens les autres acteurs. Moi, c'est plus difficile, quoi. Des fois, je sais pas très bien ce que j'ai fait. Et Anaïs me dit des fois, c'est super, ça veut dire que c'était à chier. Et après, quand tout d'un coup, elle vient la voir et qu'elle me dit rien, ça veut dire que c'était bien. Merci. Bravo, j'ai adoré, ça m'a beaucoup touché. Ah, merci. J'ai trouvé sans faute, quoi. Donc, vraiment, j'étais étonné. C'est la première fois que je découvre son travail et bravo. Super, un peu où. Et c'est juste, par exemple, les scènes où vous insultez dans la gadoue avec Noémie Merlan, Ouais. ou les moments qui se passent dans la scène qui est derrière toi. Est-ce que des fois, vous êtes surpris avec de l'impro? Parce qu'il y a des fois, j'ai l'impression qu'il y avait des sourires de Je sais à quoi tu penses. D'accord, bah, réponds-moi. Le truc dans la gadoue, par exemple, ça c'est pas très intéressant, mais
c'était une scène dont j'avais besoin pour ce qu'on appelle un peu des scènes je sais pas, charnières. Donc je l'ai tourné près d'une rive du Rhône avec un steadicam. Je déteste les steadicams, j'en ai fait plein, mais là tout d'un coup, je sais pas, ma mise en scène était nulle. Donc on faisait la scène avec Noémie, je savais en plus la pauvre Noémie, je commençais à m'énerver, parce qu'en fait c'était ma mise en scène qui était très mauvaise. Et j'ai quand même fait la séquence, je l'ai vue à la maison chez moi, bah, chez moi là, dans l'appartement que j'étais à Lyon, quoi. Et elle était vraiment mauvaise, quoi. Je voyais bien qu'elle n'était pas mauvaise, mais elle avait quelque chose de faux. Et donc j'ai envoyé à un copain le montage, j'ai demandé au monteur de la monter, il m'a dit t'as raison, elle est vraiment nulle. Et elle n'était pas nulle, j'aurais pu la mettre, mais elle était décevante, quoi. Très décevante, elle n'avait pas de vie, elle était que... Bref. Et donc un jour, on tournait autre chose, et un premier assistant, c'est celui qui est garant de la continuité du tournage, il ne faut pas dépasser, parce que sinon ça coûte plus cher à la production, donc il a beaucoup sur ses épaules, donc il essayait vraiment qu'on finisse à l'heure. Et bon, il avait peur de moi, parce que j'étais tout le temps en train de vouloir refaire des trucs. Et un jour, qu'on était dans cette espèce d'une plaine, il faisait très très froid à Lyon pendant qu'on tournait, il faisait, je sais pas, -4, -5. Tout d'un coup, j'ai dit, mais c'est extraordinaire ce brouillard. Et Julien Poupard avait pris un objectif qui s'appelle un 1000 mm. C'est un truc de paparazzi, mais vraiment très 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 loin. Et j'ai dit à tout le monde, bon attendez, avant qu'on fasse la scène, je fais un truc. Mettez-moi le 1000 mm qui était plein de brouillard, plein de buée. On n'arrivait pas à le chauffer, on a sorti sèche-cheveux pour sécher l'objectif, mais il ne marchait pas. Et j'ai dit, je fais un truc. Et en fait, je me suis mis très très loin avec Noémie. Et en fait, on a rejoué la scène, qui est celle dont tu parles, de la gadoue. Tu vois. Et j'ai dit à Noémie, elle était... Après, Noémie avait le Covid. Non, je sais pas, elle n'avait pas le Covid, on n'aurait pas pu tourner. Enfin, elle avait un truc. Donc elle était malade, il faisait -5. Et j'ai dit, il faut qu'on improvise Noémie pour qu'on donne cette scène et qu'elle soit bonne. Donc on l'a un peu improvisé. Elle a une structure, elle existait avant normale. Et là, on a un peu improvisé. Ouais. C'était une réponse super longue, c'était pas si intéressant que ça, mais tu m'as parlé de la scène de la Gadouille. Non, le moment auquel tu fais référence, c'est le moment où Jean-Claude Poteau m'attrape par ici et tu me vois rire. Et ce qui s'est passé, c'est que Jean-Claude Poteau, qui joue l'associé de Rochdy, là, en fait, lui, il n'est pas acteur, et c'est quelqu'un qui a fait 15 ans de prison, 15 ans de cavale, qui s'est échappé d'une prison à Lyon, ça, et que j'avais consulté comme dirigeant technique pour le scénario. Je voulais des informations. Et quand je cherchais le rôle de l'associé de Rochdy, je l'ai appelé, je lui ai demandé, est-ce que tu veux bien qu'on essaye. Et en fait, il a été très bon. Sauf qu'un acteur amateur, quelqu'un qui n'a pas de technique, il donne des prises qui sont parfois vraiment nulles. Enfin, nulles. Si, pas possible, quoi, qui n'ont pas du tout, ils sont mal articulés, mal dits, mal joués. Puis de temps en temps, il donne une prise quand il est bon, là, il devient très très bon. À tel point que pour cette séquence, si tu veux, où je lui dis, j'ai un peu peur de toi, c'était ça le début de la journée, c'était mon indication. Voilà. Il m'a dit ok amigo, ok. Et en fait on a fait des longues prises de 7 minutes et à un moment donné, il y a ce moment où il me chope un truc et j'ai eu vraiment très peur. Parce que je me suis dit, il a oublié qu'on tournait un film. Et il va me mettre un pain. Et donc ça donne ce rire un peu de lâche. Tu vois. Comme ça. Tu vois. Parce que tout d'un coup j'essaie de le sortir de son truc pour lui dire hey, on joue là, on est en train de jouer. Voilà. C'est ça. Peut-être cette phrase improvisée, quand il dit tu m'as trompé, salope. Et quand il me dit ça c'est improvisé. Mais sinon, en règle générale, il n'y a pas beaucoup d'improvisation dans le film. Il y a quelques trucs. Moi, je trouve qu'on improvise mieux quand on a une structure écrite. Je n'aime plus trop. Vous savez, c'était pas le projet du film de faire de l'improvisation qui est devenu vraiment un ronron, un truc académique un peu. Non, je trouve que l'improvisation, je vois que les acteurs cherchent des phrases intéressantes à dire. J'aime plus trop l'improvisation. En tout cas, j'avais besoin que les dialogues ils soient très très écrits tout le long du film pour que les acteurs soient libres. Ils ne soient pas tout le temps en train de réfléchir à ce qu'ils doivent dire. Ils savent ce qu'ils vont dire. Ils peuvent faire autre chose. Ça commence. On est à Toulouse. Mais c'est vrai que c'est fou. Hein. Toulouse, c'est très chaud. Après, je suis allé à Strasbourg après. C'était pas du tout pareil. Oui, bonsoir, j'ai beaucoup aimé votre film, il m'a plu, ça m'a fait rire, voilà. Moi je me pose la question, d'où vous est venue cette idée d'histoire,
J'espère que c'est pas une histoire personnelle que vous avez vécue. Voilà, c'est quand même assez rare d'avoir sa mère qui se mariait en prison. Voilà, d'où vous est venue cette idée? En fait, si, ma mère s'est mariée en prison, je ne peux rien y faire. Donc en fait, c'est la vérité. Mais c'est pas une chose triste, bizarrement. C'est pas ni dur, ni... C'est bizarre, quoi. Un jour, ta mère te dit, je vais me marier, ah bon, tu l'as rencontré où? Et en fait, oui, voilà, c'est quelqu'un qui est en prison. Donc c'est ça, je suis parti de ce point de départ-là. J'aimais bien l'idée de faire un polar avec deux personnes qui venaient de deux milieux très différents et qui devaient cohabiter via quelqu'un qui était très très intime, quoi. Donc une mère et une femme, pour les mettre ensemble, quoi. C'est de là dont est partie la chose. Mais c'est ce qui m'a aussi permis, par exemple, j'ai grandi, en fait, depuis que j'ai 8-9 ans, j'entends parler de prison toute la journée, quoi. Je voyais ma mère filmer les détenus, parce qu'on peut rentrer qu'à partir de 18 ans. Donc avant 18 ans, je n'ai jamais pu rentrer dans une prison, mais j'en ai entendu. Elle a fait des duplex qui étaient en direct avec la santé, Chaillot, tout ça. Donc à la maison, on a reçu des gens qui en sortaient de prison. J'avais pas d'inhibition pour, par exemple, tourner avec Jean-Claude. J'ai l'impression de connaître, c'était quelqu'un que je voyais comment il pouvait penser. Je n'étais pas inhibé, quoi, par ça. Il n'y avait pas non plus un regard un peu compassionnel ou plein d'empathie. Bizarrement, c'est un truc, je me dis, oh, ça va, je les connais depuis que je suis petit, quoi. J'ai eu un beau-père, oui, qui était un ancien braqueur de banque et tout ça. Donc en fait, j'ai grandi avec ça. Ça m'a plu. Quand j'étais petit, j'étais super content de dire aux gens, mon beau-père est braqueur de banque. C'est génial. Parce que, en plus, je vais vous dire quelque chose. Il y a des nuances à l'intérieur de la criminalité. Il y a les maisons d'arrêt et les maisons de détention. Ma mère a travaillé dans des maisons d'arrêt, des maisons de détention, des prisons pour femmes. Les maisons d'arrêt, c'est les petites peines. C'est une voyocratie qui est un peu sauvage, quoi, un peu individualiste, avec la mythomanie. Les maisons de détention, c'est les lourdes peines. Alors, il y a évidemment les crimes de sang, ça, on n'en parle pas. Je parle vraiment des... Mais c'est des voyous, quoi, qui ont fait un métier. Qui ont fait ça comme métier, qui ont échappé en fait à une condition, la plupart du temps, qui est une condition ouvrière, et qui ont trouvé... Oui, voilà, ils sont devenus des voyous. Ils sont quand même plus... Il y a une structure de... Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, parce qu'en fait, ils tiennent à leur réputation, parce ils ont un CV, en fait. Donc un type qui a trahi, ou un type qui a menti, un type qui a volé un autre groupe, très rapidement, il est déclassé, et puis on ne l'emploie plus, donc il n'y a plus de travail. Donc, on peut plus compter sur eux. C'est vrai, ça c'est une réalité. Donc quand elle m'a dit je vais me marier avec quelqu'un, je dis dis-moi qu'il est en maison de détention, pas en maison d'arrêt. Ma mère, il est en maison de détention. Bonsoir. Oui, pardon. Bonsoir. Ma question. Ouais. Ma question pour la part du film, quand il pratique le part théâtral. Pourrait-il peut-être, c'est une critique ou un commentaire d'agir avec méthode acting? Ou cette c'est-à-dire avec méthode. Vous voulez dire quoi par avec méthode? Stellatlar, Meisner. Avec d'agir avec sentimentaire. Okay. Et c'est-à-dire que parce que j'arrive pas du tout à saisir le truc, c'est dans la scène de répétition, est-ce qu'ils utilisent la méthode de l'acteur studio, vous voulez dire? C'est une méthode d'agir. Par exemple, Heath Ledger ou Marlon Brando. Je pense que cette partie du film est complémentaire d'agir avec méthode. Parce qu'à un moment, c'est très réel et un moment, c'est d'agir. C'est parce que je pensais que c'est
parce que j'agis avec méthode. Ah, Super bien à c'est justement comprendre. moi. Mais c'est justement moi. Non, merci. Non, mais merci. Mais comment je fais là? Non, mais c'est super dur de parler, d'arriver à poser une question dans une langue qui est pas sa langue maternelle, mais j'arrive pas à comprendre exactement. Ah, c'est une question très macro. Je pense que ça. Ah, est-ce que vous parlez anglais? Je suis désolée pour mon français. No, Yes, don't I worry. speak. Because it's very precise question, and I can't find the meaning exactly. Okay, my question is that you have this part in the film where you are so precise about like they're practicing their role Okay. in this burglary, let's say. Okay. And there's this, I think there's a similarity between that part and how they explain method acting. So I was asking if there's like a commentary or like a critique of method acting because. Ah, ok, j'ai compris. Non, il n'y a pas de critique de la méthode acting. Non, il n'y a pas de critique. Mais par contre, il y a l'idée de demander qu'il n'y avait pas peur d'avoir des acteurs qui jouent pas eux-mêmes, voilà, qui se présentent devant la... Parce que la méthode acting, c'est un truc très particulier qui demande... Enfin, ça a été inventé, c'est le jeu pour la caméra, en gros, qui a été... comment on appelle ça? Fabriqué pour le cinéma américain, beaucoup, pour essayer de prendre des acteurs qui sortaient de scènes de théâtre et essayer de les mettre dans la caméra. Mais en tout cas, moi, l'idée, c'était pas de dire je fais une critique de l'acteur studio, si c'est ça votre question. C'est pas du tout. C'était plutôt de demander à des acteurs de jouer juste des gens qui n'étaient pas eux-mêmes. Vous voyez? C'était de pas de jouer naturaliste. Au sens de ne pas avoir peur que le public sorte de l'histoire parce qu'il y aurait des jeux, il y aurait un jeu d'acteurs qui soit très expressif. Vous voyez? Par exemple, je fais une digression. Jean Renoir, un Blarec du jeu, qui est considéré par beaucoup de gens, vous aussi, un des plus grands films du monde. Les acteurs, ils sont très très expressifs dedans. Ça emprunte à quelque chose du théâtre. Ça ne veut pas dire que c'est pas du cinéma, c'est plus que du cinéma. C'est même la vie. Mais c'est par un jeu très expressif, même théâtral, qu'on arrive à une impression de vie. Et donc la vie, le côté... La vie, c'est vraiment une reproduction naturelle. C'est une fausse représentation d'existence, le naturalisme. En fait, je dis ça parce que c'est contre le naturalisme un peu de temps en temps vis-à-vis des acteurs que... à partir des acteurs que de temps en temps, moi, j'essaie d'échapper. J'ai pas peur d'avoir des... Noémie, par exemple, elle n'est pas du tout comme ça dans la vie, elle jouait gros. Vous voyez ce que je veux dire? Elle jouait expressif. J'adore ça, moi, les acteurs qui jouent expressif. Mais c'est pas non plus une critique de l'acteur studio. Je suis pas un si grand théoricien non plus du jeu, quoi. Vous voyez? Merci. Oui, parce que... Oui. Merci. Alors j'ai deux questions, j'hésite entre les deux, mais en tout cas j'ai adoré le film. Je vais en poser qu'une seule parce que sinon c'est abusé par rapport aux autres gens. J'ai vu une comédie française, mais qui ressemble à aucune comédie française que j'ai vue, ni aucune comédie d'un autre pays. Est-ce que tu as été quand même influencé par quelque chose quand tu as fait ce film? Est-ce que il y a quelque chose qui t'a dit ah j'aimerais bien faire quelque chose comme ça, ou est-ce que c'est une idée de génie de Louis Garrel ou du scénario? Non, la chose que j'ai tout le temps, enfin, il y a plein de genres de films que j'adore, que j'admire, tout ça. Il est vrai que quand je regarde un Alberto Sordi dans un film de Dino Risi, par exemple, je suis jaloux. Je suis jaloux, je me dis, je ne sais pas comment ces Italiens, à la mise en scène, beaucoup de cette époque, je dois dire, pas vrai, parce qu'aujourd'hui, il y a Silvio Orlando, ou même Nanni Moretti dans un... Si, Nanni Moretti, il est tragicomique aussi. Comment tout d'un coup, on peut avoir des acteurs qui jouent, et pas du tout réalistes. Ils jouent des personnages qui sont ridicules, ou, je sais pas, honteux, lâches, couards. Et la scène suivante, je pleure pour eux, quoi. J'ai un espèce d'élan d'un truc de grande humanité, ou d'empathie, ou de détresse, ou je sais pas, cette espèce d'acrobatie, je pense que c'est beaucoup ça qui m'inspire en général, c'est chez les Italiens, quoi. Les Italiens, pareil, les acteurs italiens n'ont pas du tout eu ils n'ont pas des problèmes psychanalytiques comme nous, on a les Français. Les Français, on a des problèmes psychanalytiques énormes, les acteurs. En plus de ça, les Italiens adorent leurs acteurs, comme les joueurs de foot, quoi. C'est pas, les Français, nous, on a un peu honte de nos acteurs, c'est bizarre. Quand un acteur arrive dans une pièce, il est là, il dit...
Si, je vous le dis, laissez-moi, j'ai un peu d'expérience. Il y a un petit peu l'acteur Narsos, un peu bébête et tout ça. On n'a pas d'orgueil des acteurs. J'aime bien avoir des théories, laissez-moi en avoir une besoin. Alors c'était Orson Welles qui avait dit ça un jour, et je trouvais ça très beau. Il était devant des jeunes réalisateurs de la Fémis dans les années fin 70, et il disait les Italiens sont un peuple d'acteurs. Non, c'est pas ça. Si, ça il l'a dit, mais pas devant la Fémis. Devant la Fémis, il a dit un truc encore plus beau, parce que comme il est metteur en scène et acteur, il a dit mais vous pensez quoi, vous parce qu'il s'adressait à des jeunes réalisateurs. Il dit il y a une personne au monde qui attire sur son nom comme metteur en scène, c'est Alfred Hitchcock. Sinon, les spectateurs, ils vont voir les films parce qu'ils vont voir des acteurs. C'était pour les rabaisser un peu, mais c'était beau parce que c'était Orson Welles qui le disait. Je pense que si un acteur français disait ça, j'aurais mal, j'aurais dit non, arrête de dire n'importe quoi. La mise en scène, c'est très important, mais c'était aussi une manière de dire qu'il faut aimer beaucoup les acteurs, quoi. Je sais que les Français, évidemment, regardez Depardieu, Belmondo, on les adore, on est très orgueilleux de ces... Et quand même, il y a quand même un truc chez les Italiens, alors c'est peut-être un fantasme, je les idéalise beaucoup, les Italiens, mais quand je suis en Italie, ils me disent qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis acteur, ils font ah, ben, en France, quand je dis qu'est-ce que je suis acteur, ouais, acteur, ok. Un peu, pas beaucoup. Mais donc, pour revenir à ta question, pardon, c'est beaucoup cette espèce de... Ouais, Peppino De Filippo, Alberto Sordi, Gassman évidemment, Manfredi, tout ça, tous ces... Je te conseille de voir un film de Dino Risi qui s'appelle Une vie difficile, avec Alberto Sordi. Incroyable ce truc. C'est une fresque sur la guerre en Italie, et il y a des moments déchirants, tragiques sur ce que c'est que voilà, la guerre, et puis il y a un moment qui te fait hurler de rire, quoi. J'adore ça. Hurler de rire sans une volonté, un peu, c'est ça qui est fou. Parce qu'en fait, moi, quand on me dit le film, c'est une comédie, je pense qu'il y a une scène, en plus, j'en suis pas très fier, que j'ai voulu vraiment drôle, qui emprunte pour le coup à la comédie de boulevard. C'est peut-être la seule où j'espérais autant que les gens rigoleraient. Vous rigolez d'un rire qui n'est pas non plus génial. Non, mais c'est la scène où je suis dans la voiture, en train de faire l'idiot avec le téléphone. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lui parles? C'est pas génial cette scène, elle marre, franchement, c'est pas. C'est du boulevard. On se cache, on fait des trucs. Noémie, elle est très forte, elle. Je lui dis, vas-y, joue fort et tout ça. Mais sinon, tout ça pour dire que celle-là, je savais qu'il fallait qu'elle soit un peu dite rigolote. Mais je l'avais pas prévu autant. Parce qu'après, je l'ai montré le film, j'ai assisté à des projections avec beaucoup de monde. De temps en temps, les gens rigolaient. Je dis, oh, tiens, c'est marrant, tant mieux. Et je pense que c'est plutôt des rires assez justes. Vous voyez? La situation est juste. Par exemple, moi, quand je ris avec le chauffeur de camion, c'est parce qu'il est très très juste, vous voyez, et que je sais qu'il joue, je ne l'ai pas piégé, il n'est pas piégé, c'est pas une caméra cachée, c'est un acteur en train de faire son travail, et il arrive comme un magicien à me faire croire qu'il ne sait pas qu'il est regardé, alors on sait très toi, quand il est en train de nous regarder comme ça. C'est tellement juste que ça me fait rire, quoi, c'est ça qui est marrant. Mais c'était pas une volonté, la comédie, je me suis pas dit je vais faire un film comique, là, je vais faire une comédie, c'est peut-être c'est une ironie peut-être tout le long de dire, c'est-à-dire de dire que je vous raconte une histoire au premier degré sur les sentiments, c'est pas si grave, ou je sais pas, c'est pas si important, autant essayer de vous faire plaisir. Ouais. Plaisir. Bonsoir, merci pour ce très bon moment. Je voulais savoir s'il y a une étape dans le processus de création, de distribution du film où qui vous ennuie, qui vous stresse, qui vous embête, qui vous saoule, comme par exemple être là ce soir à répondre à des questions de gens. Est-ce que c'est pénible ou est-ce que c'est stressant d'attendre les réactions du public? Enfin, voilà. C'était de faire les émissions de télé. Parce qu'en fait, ça c'est un truc... Là, quand je suis là, j'en ai fait quand même beaucoup. Puis, donc en fait, j'aime bien ça. J'aime bien avoir des gens avec qui discuter, c'est plutôt rigolo. Mais les émissions de télé, j'ai un mal fou. Je comprends pas. Il y a plein de caméras partout. Je ne sais plus qui est-ce qui nous regarde. Généralement, c'est un ton que je ne comprends pas. La radio, je trouve ça génial. La télévision, il y a des gens géniaux à la télévision qui savent en faire. Je sais pas, Lucchini, c'est faire la télévision, peut-être un peu trop, non, on en fait trop, mais il y a vraiment des gens qui savent très bien en faire. Et moi, quand je suis à la télévision, je me souviens, il y a Emmanuel Chin. Vous vous rappelez d'Emmanuel Chin? Qui faisait Capital sur M6. J'avais été invité pour un film, en plus c'était un film de Christophe Honoré qui s'appelle Ma mère, adapté de Georges Bataille. Enfin, c'était incestuel entre Isabelle Huppert et moi.
il m'avait invité à une émission avec Emma Decauze, et je comprenais rien. Je ne savais plus s'il me parlait à moi ou... Parce qu'en fait, il me posait une question, puis tout de suite après, il regardait sur ses fiches, donc en fait, je ne lui parlais pas vraiment. Et il ne me regardait pas quand je ne maîtrisais pas le truc. Et à la fin, il est venu me voir, il m'a dit, écoute, je vais dire quelque chose. Là, je vais dire un truc. Toi, t'es acteur, pour les gens, t'es riche. Ok, c'est cool ce que tu fais. Et là, je te dis, tu fais la gueule. Là. Et là, les gens, ils vont t'en vouloir à la télévision. Et je me suis dit, ah merde, je me suis même pas rendu compte que je faisais la gueule. C'est une réputation qui me pourchasse, cette histoire de je fais la gueule, moi. Mais je ne maîtrisais pas du tout, donc la télé, voilà. Encore une réponse trop longue qui n'est pas si intéressante que ça, mais c'est la télévision, ça, je sais pas, j'ai du mal. Bonsoir. Dans vos précédents films, vous jouez un personnage qui s'appelait aussi Abel. Est-ce qu'il y a une volonté de continuité dans chacun de vos films, et peut-être créer un cycle cinématographique, le cycle Abel, comme Truffaut a pu créer le cycle Douanel? Non, parce que le cycle Douanel, c'est vraiment le même personnage, où on suit vraiment, on sait qu'il est né, qu'il n'a pas été né par sa mère, qu'ensuite il a eu des parents de substitution qui sont... Enfin, ouais. Non, là, non. C'est peut-être une mode. Je considère quand je mets en scène le film et que je joue dedans, je sais à peu près. Enfin, il me semble, peut-être moins dans celui-là, mais que je suis un peu le point fixe de l'histoire. C'est-à-dire que je suis autour duquel les autres bougent. Et moi, je suis l'angoissé, quoi. En général, c'est un peu ça, mon rôle, les rôles que j'écris et que je dois interpréter. Abel, non, c'est plutôt complètement banal. C'est bon, si je m'appelais Victor Jean-Marc, j'aurais peur de me confondre. Donc quand je mets en scène le film et que je joue dedans, je m'appelle Abel, c'est facile, tout le monde s'en souvient. Après, comme je retravaille avec des gens dans l'équipe technique qui ont déjà fait des trucs avec moi, c'est Abel. Ouais. Et c'est peut-être aussi pour... Au début, c'est parce que j'admirais vachement Arnaud Desplechin, enfin, j'admire toujours. Et en fait, il reprenait des noms de personnages. Il y avait Nathan, il y avait Junon, il y avait Abel. Les parents, généralement, ils s'appellent Abel. Nathan, ça bouge. C'était de dire, bon, c'est comme des petits costumes, quoi. Donc, il y a le costume d'Abel. Mais bon, ça n'a pas vraiment de sens. Le mieux, la réponse, c'est mnémotechnique, c'est genre... Parce que, par exemple, dans votre film La Croisade, il y a aussi le personnage de Marianne. Donc ça donne un peu une idée de suite par rapport à L'Homme fidèle. Ah oui, bien sûr. Ça, vous voyez, c'était la même famille, pareil. Ouais. Ça, c'était vraiment deux volets, mais je trouve que ça se répond pas non plus très bien, L'Homme fidèle et La Croisade. Mais il y avait... C'est la même famille, si on commençait à appeler Jacqueline, Laetitia, on pouvait s'appeler Marianne. Moi, Jean-Michel, c'est encore pire. Non, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est bien d'avoir un nom, puis voilà, t'en changes pas. Les choses sont dites après. Bonsoir. Bravo. Et donc moi, je vais commencer une école de cinéma parce que j'aimerais bien être réalisatrice. Donc, qu'est-ce que tu aimes bien dans la réalisation et si tu avais quelques conseils? Ah, en fait, bizarrement, il me semble, ça dépend. Il y a un... Au revoir. 4 ? Ça veut dire quoi, 4 ? Ah oui, il y a des votes, on m'a dit, des gens votent. Très rigolo. 4 sur 10, vous avez mis ça? Ah, 4 sur 5, ah, quand même. J'ai dit 4. Non, il y a deux... Ça, c'était Chabrol, je te dis ce que ça, après, il faut que t'apprennes. Il y avait Chabrol qui disait, il y a deux catégories de metteurs en scène, il y a les poètes et les narrateurs. Et si toi, je sais pas comment tu pourrais... Si tu sens que tu fais de la poésie, je peux rien te dire. Parce que c'est vraiment... c'est autre chose, quoi. Et si tu te dis, non, je crois que je raconte une histoire, ce qu'il faut que tu t'entraînes à faire, c'est à raconter une histoire, mais de la même manière que tu la racontes à ton petit frère, ou tu vois ta petite sœur quand elle s'endort et qu'elle a 7 ans et que tu essaies d'attraper son regard. Ton film, c'est pas genre, quand tu auras tous les caméras, c'est là vraiment que je le ferai. Non, il est fait bien avant. Donc il faut que tu te dises, tiens, cette histoire, je vais la raconter comme ça. Tu peux même essayer de la raconter à haute voix, et quand tu racontes à haute voix à quelqu'un, tu regardes si ça l'ennuie. Il y a des moments où ça l'ennuie, des moments où il a déjà deviné la suite. Donc tu vois, c'est comme ça qu'il faut que tu... Le plus difficile, c'est de trouver des histoires. C'est le plus difficile. Après, c'est une affaire de chance ou de... Tu as beaucoup de gens avec qui tu collabores. Tu vois, là, j'ai un super chef opérateur, un super ingénieur du son, un décorateur génial. Là, j'ai des super personnes qui font le film avec toi. Donc après, c'est un peu une chance de groupe. Et sinon, de trouver une histoire, c'est bien d'essayer d'attraper la personne et de voir si... Et même à haute voix, tu peux faire ça. Tu vois? Donc il faut que tu fasses des petits... C'est ça ta question, hein? Oui, c'est ça. Tu fais une petite histoire de 3 minutes.
Et tu regardes tu regardes des courts-métrages de grands metteurs en scène que t'aimes. Tu regardes ce qu'ils ont fait avant, tiens. Tu vois. Et en attendant, vous voulez pas me prendre en stage sur votre prochain film? Non, mais moi, alors, le truc, c'est que c'est au moment en fait où on commence la préparation d'un film que là on cherche des stagiaires. Tu vois? Non, mais on sait jamais. Hein. Et Montreuil se réveille. Bonsoir, je vous remercie d'être venu à notre rencontre. C'est vraiment un super plaisir de pouvoir échanger après un film avec le réalisateur. Parce que quand je suis devant ma télé, quand je regarde un film, je peux pas le faire, je j'habite au cinéma, donc ça c'est génial. Je prends mon pied là. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça en début de séance. Franchement, c'est quand même sympa qu'on soit tous là et qu'il y ait beaucoup de gens. C'est très touchant pour moi. On a été très déprimés là pendant 2 ans. On s'est dit, ah, peut-être c'est fini. Les jeunes, ils ne regardent plus au cinéma, moi je pense pas. Je pense qu'ils vont continuer. Excusez-moi, pardon. Je vous en prie. Non, mais pour dire que j'ai pris beaucoup de plaisir. Vous parliez le point de mot tout à l'heure, c'était le plaisir. Vous êtes tous formidables. Moi, j'aimerais être à votre place et pouvoir dire je fais un film, j'ai Roger Zem, j'ai tel acteur, enfin ça doit être génial. Déjà, ce serait une première question. C'est vrai. Comment vous avez fait pour vous entourer de ces acteurs-là en particulier? Et puis, concernant le scénario, moi, ce que j'ai adoré, c'est votre idée de partir d'un homme qui est... en fait, il est libre. Normalement, si on regarde sur papier, il est libre, mais en fait, il est prisonnier. Il est prisonnier de son passé, il a un carcan mental, enfin, il y a tas de choses qui l'ont prisonnier. J'ai l'impression que j'y vois la métaphore quand il est dans sa profession avec l'aquarium, c'est une prison. Et à la fin, en fin de compte, quand il est en prison, là, il est libre. Il est libre. Ouais, et ça, je trouve ça génial. Et ça, il n'y a pas vraiment de question, c'était une appréciation. Je vais vous dire aussi, parce que je ne veux pas monopoliser le micro, mais j'ai adoré ce que vous avez dit sur le cinéma italien, parce que ça a été l'objet d'une question, parce que moi j'ai vu tout de suite une référence au cinéma italien quand vous avez dit l'influence sur en fait, le fait qu'on peut rire même dans la tragédie. Et en fait, ma question c'est, est-ce que vous avez fait quelque chose sur le grain de l'image, parce qu'elle est particulière, j'ai l'impression que ce n'est pas une image proprette, numérique, en fait, et ça donne en fait une patine très particulière qui me plaît beaucoup. Voilà. Ça me touche beaucoup ce que vous dites. Et alors sur les acteurs, non, j'ai énormément de chance. Rochdy, je suis allé le voir, je lui ai raconté à haute voix, tu vois, l'histoire, avant même qu'il lise. Je lui ai raconté, voilà, ça va être l'histoire de ta. Il m'a dit, écoute, si tu m'avais dit que c'était juste un malfrat, je l'aurais pas fait parce que je l'ai trop fait. J'en ai marre de faire des malfrats. Mais là, il est très amoureux, c'est très bien. Il faut surtout que celle qui joue ta mère, on ait le même âge, limite qu'elle soit même un peu plus âgée que moi. C'est ce qu'il m'a dit tout de suite. Je me suis dit, il a compris quelque chose du film. Après, il a lu le scénario et il a eu envie de le faire. Anouk Grimbert, je ne la connaissais pas du tout. Je lui ai envoyé 3 scènes. C'était hypothétique parce qu'il fallait vraiment que ça soit un couple qui fonctionne, qu'on tombe amoureux du couple. Que je tombe et que parce que vous êtes comme moi. Enfin, j'imagine que les gens sont comme moi. Donc, c'est pas faux d'ailleurs. Quand j'ai vu Anouk et Rochdy côte à côte, tout d'un coup, c'était vraiment. Elle était beaucoup plus petite, très grande, lui très très beau et charismatique. Ils étaient sexuellement très très probables entre eux, c'est-à-dire je me suis dit, voilà, ça s'entend d'ailleurs, oui. Non mais je me suis dit, c'était ça que je voulais des gens où d'un coup on se dise, bon, à la scène suivante, à mon avis, si on s'occupe plus d'eux, ils sont partis coucher ensemble, c'est sûr, là ils font que ça, quoi. Il fallait que je les aime beaucoup, et après Noémie, on s'était rencontrés comme ça dans un avion, je crois, une fois, je lui ai demandé de venir, elle a dit oui tout de suite, parce que je crois qu'elle avait bien Clémence. Mais tout de suite, encore une fois, je pense qu'ils ont on avait quand même beaucoup travaillé avec les scénaristes pour que les acteurs sentent qu'ils avaient un coup à jouer avec le film, enfin avec leur personnage, que c'était un film de jeu, quoi, d'acteurs pour eux, de partition d'acteurs. Je crois qu'ils l'ont senti. Il y avait une troisième question, là. C'était quoi? Ah, le grain d'image, oui. Parce que j'avais fait 2 autres films en 35 mm, et j'ai du mal à dire « Il était une fois ». On commence comme ça, un film, il était une fois. Avec une caméra numérique, moins maintenant, je crois qu'elles ont quand même changé. Donc je mettais toujours du 35 mm qui faisait il était une fois et un côté image d'avant, légèrement. Et là, on a fait passer des castings à la caméra numérique et à la caméra argentique, là, comme on dit. En fait, c'est la numérique qui a gagné. Donc j'ai dit à Julien, tu me fais compose-moi un truc, soit artificiel, je m'en fous. Donc il a composé toute une image qui est assez épaisse, que j'aime bien. C'est du numérique, ouais. Bonsoir.
Je me posais la question parce qu'on est dans un contexte qui est pas très fun en ce moment pour plusieurs raisons. Et c'est vrai que c'est un film qui fait beaucoup de bien. Et la question c'est le timing. Est-ce que c'est volontaire de ta part de sortir un film qui fait du bien en ce moment? Non, c'est vrai que c'est une question. Non, c'est pas volontaire. J'ai jamais calculé qu'il y aurait autant de tragédies dans le monde et tout ça, mais en règle générale, un jour j'ai un aide. Enfin, c'est pas vrai, ça veut pas dire que je ne cherche comme spectateur que des films joyeux ou pas du tout. Mais je sais qu'à la fin d'un film, si le film est bon, j'ai envie de vivre. Si j'ai plus envie de vivre, je me dis, je m'en fous, en fait, il y a des qualités, il n'est pas bon ce film, il n'est pas tourné vers la vie, ça ne va pas. Et donc la plupart des films que j'adore, c'est des gens je reparle de la règle du jeu. Quand je suis très très pas bien, quoi, quand tu sais plus métaphysiquement ou essentiellement ce que tu fous là, ça arrive, ça vous arrive à tout le monde. Ça excusez-moi, ça se trouve, ça vous arrive pas. Mais je mets la règle du jeu, il y a un tel désir de vie dans ce film, c'est tellement extraordinaire et unique, je sais pas, c'est Jean Renoir qui était comme ça, qui avait une sorte de c'est pas une joie de vivre, c'est un désir de vivre très fort. Donc c'est ça que j'espère à chaque fois. Donc en fait j'ai rien, là je fais semblant d'avoir, quand tu me dis, tu m'as dit quoi, le mot c'est joyeux? Qui fait du bien. Qui fait du bien. Ça c'est le mieux du monde. Et j'ai pas tout fait, enfin j'ai tout fait, j'espérais que quelqu'un me dise, ça m'a fait du bien. Parce que peut-être c'est ça que ça veut dire, c'est que ça me réconcilie avec quelque chose, ou n'en sais rien, ça me... Mais enfin c'est ça que je cherche. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des films complètement sombres qui ne peuvent pas donner envie de vivre. Vous voyez? Mouchet, par exemple, de Robert Bresson, c'est pas une gaudriole, c'est super sérieux, mais la manière dont elle a présenté l'existence, en tout cas, on a une... Ça redonne, je sais pas, du sacré aux choses, je sais pas. Mais bon, je suis pas Robert Bresson, donc j'essaie de me divertir. Bonjour, je voulais juste déjà vous dire merci et vous dire que j'ai adoré ce film. Et aussi, ma question, on parlait tout à l'heure du coup de plaisir. Je me demandais quelle scène vous avez pris le plus de plaisir à tourner ou à jouer. Voilà. D'accord. Merci, ça me fait très plaisir que ça t'ait plu. Je crois que à mon avis, en vrai, j'ai aimé faire tout le film. J'étais très 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 joyeux quand je peux faire joyeux, mais j'avais vraiment envie de le faire ce film. J'avais vraiment envie de filmer les acteurs, j'avais vraiment envie de voir les personnages, je suis tombé amoureux des personnages, tout ça, mais la dernière partie, au Resto Route, je faisais -3, -4, personne n'avait jamais filmé là-dedans. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de téléfilms, de films qui sont faits partout en France. En fait, tout a été plus ou moins déjà filmé. Là, on est arrivé sur un Resto Route à Salaise, là, il n'avait jamais été filmé, la dame, elle était trop contente, il y avait des chauffeurs de camions qui sont venus faire de la figuration. C'était difficile, la partition, on avait une partition avec l'équipe et les acteurs, elle était dure. Il a fallu qu'on fasse une miniature, ce qui m'était jamais arrivé de faire. J'ai fait en miniature le parking, le Resto Route. J'ai appelé des vrais anciens braqueurs, des collègues de Jean-Claude Poteau. Je leur ai dit, aidez-moi, parce que moi je sais pas braquer un truc, qu'est-ce que vous feriez à ma place? J'ai vraiment analysé, j'ai découpé, j'ai dû faire une cascade avec pas beaucoup de moyens. La cascade, boum, normalement il faut un fil. Donc là, il a fallu qu'on invente tous ensemble une manière que vous croyez que j'ai foncé dans le mec et que boum, il est tombé de l'autre côté. C'était, voilà. Il y avait un truc où j'avais à la fois des comptes à rendre vis-à-vis de l'existence, on pourrait dire, et en même temps beaucoup de comptes à rendre vis-à-vis du cinéma. C'est-à-dire que c'était vraiment des scènes de cinéma d'action, ou alors peut-être avec un peu d'ironie. Je savais que j'allais pas me prendre tout d'un coup pour Michael Mann. Donc j'ai dit à l'équipe, là aujourd'hui c'est Michael Mann du Poitou-Charentes. On y va, mais il faut vraiment qu'on fasse un truc bien à nous. Mais c'était quand même une sorte c'était des comptes à rendre avec des idées de films ou des films que j'avais vus, tout comme ça. Cette partie-là aussi. Ça c'était très amusant. D'accord. Amusant ou et inspirant, c'était amusant. Pourquoi avoir choisi la ville de Lyon pour tourner votre polar tragicomique?
Généralement, j'avais tourné 3 films à Paris. J'en avais un peu marre. Et je savais que Lyon, je l'aime tout simplement comme ville. J'avais passé des fois un peu de temps. J'aimais beaucoup. Je la trouvais très cinégénique. Elle a un côté romanesque. Elle a un centre-ville très touristique, très très beau, très vieux. Et une périphérie très très moderne et très déserte. Et je voulais ce contraste-là. Et je pense et aussi, il y a l'histoire du magasin de fleurs. J'arrivais pas à croire qu'à Paris, une femme ouvre un magasin de fleurs et que je puisse arriver à rendre ça un peu, je dirais pas poétique, mais un peu cinégénique. Vous voyez ? Il fallait que je sois dans une ville qui soit pas la mienne, que je puisse imaginer que tout d'un coup, oui, dans une rue, la rue elle s'appelle la rue Juivry, c'est là où on a tourné, que tout d'un coup, il y a un magasin tout rose, dans une espèce de ville qui me ferait penser un peu à Naples. Il y aurait des fleurs, ça déréalisait pour moi. Sinon, c'était trop, je sais pas, je serais allé où le boulevard Saint-Michel, faire une boutique de fleurs. J'arrivais pas à faire le film. C'était une grande ville et en même temps une ville miniature. C'était les deux. Et puis tout d'un coup, bizarrement, en fait, de sortir de sa ville, on est désinhibé pour filmer les endroits. J'ai dit, bon, on fait les touristes, là. Filmez-moi le truc le plus touristique. En fait, c'est plus expressif et c'est très cinégénique, le côté carte postale dans les villes. Et j'aimais bien, je me sentais autorisé à le faire. Parce que je connaissais pas Lyon. Enfin, parce que j'étais pas né à Lyon, quoi. Donc j'aime ça, on le filme. Parce qu'à Paris, il y a plein de trucs que j'adore. J'aurais du mal à faire un plan sur le pont des Arts. Je me dirais, le pont des Arts, c'est trop... Vous voyez ce que je veux dire? J'étais désinhibé pour filmer la ville, quoi, pour le donner envie d'y aller. Il y avait le gang des Lyonnais aussi, un peu. Le gang des Lyonnais, comme tu veux dire. Et des voyous. Ah si, oui, il y a une grosse... il y a eu un moment donné une grosse... C'est l'ambiance... Oui, ah oui, Polar. un peu ça. Oui, mais c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé. J'ai compris après qu'il y avait ça, grâce à Jean-Claude d'ailleurs, qui m'a présenté des gens, mais je savais pas du tout. Je savais pas du tout, j'y avais pas pensé du tout. Tout le monde est de Montreuil? Comment ça, non? Ah oui, il n'y a pas beaucoup de gens de Montreuil. Là, c'est bizarre. Il y a une an ici, c'est le même groupe de gens. Et je peux faire un mini truc. Qu'est-ce qui vient de Montreuil? Et les autres habitent à Paris? À Romainville? Donc il y a plein de... Ok, à 7. À 7. Quelqu'un de Salaise? C'est vrai? Tu connais le resto route? Non mais vraiment, tu y es déjà allé ou pas? Non mais allez-y manger là-bas, parce que c'est que les gros poids lourds qui vont. Vous voyez le jeune garçon qui prend la commande dans la scène? Il travaille là-bas, c'est lui. Ah non mais il est super ce restaurant, il est génial. J'espère lui faire de la pub, parce qu'ils ont été tellement sympas avec nous que... Et on mange vraiment bien. Hein. Super. Déjà, votre film est incroyable, donc merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Et avec un ami, on essaie de faire un court-métrage. Et non, moi je vais pas vous demander de me prendre un stage ou quoi. C'est juste, on a beaucoup de difficultés à écrire l'histoire sans se perdre dedans. À aller d'un point A à un point B en rejetant des idées, en ayant vraiment un fil conducteur. Donc, comme vous décrivez le scénario, comment est-ce que vous arrivez à faire le tri dans toutes les idées pour un film? Ben, c'est vrai que c'est difficile parce que ça c'est vraiment long. Tu vois, là par exemple j'étais avec Naïla Guiguet qui a fait la FEMIS, qui a fait une école de scénario, j'étais avec Tanguy Viel qui est un écrivain de romans qui n'avait jamais écrit de scénario et on a eu beaucoup de difficultés à faire en sorte que ça soit fluide, que tout paraisse à peu près, même si le film est rocambolesque et tout ça, mais que je me disais, vous allez à tout accepter. Vous allez dire, ce plan des pingouins, par exemple, voilà, je l'adore. Il est complètement rocambolesque, mais il est cinégénique, quoi, il est bien. Enfin, cinégénique, il est expressif. Donc, mais on met du temps à faire avec une histoire, c'est dur. Et le mieux, je te dis, c'est de le raconter à voix haute. Tu le racontes à voix haute à un ami à toi. Tu lui dis, voilà, c'est l'histoire de quelqu'un qui rentre dans une pièce, et là, qui trébuche, et là, il trébuche sur un corps mort, avec le pied qui sort du canapé, ou j'en sais rien, tu vois, mais tout de suite, les gens, ah bon, mais qui l'a tué, mais c'est qui cette personne pour lui, tu vois comment ça avance, et tu vois si la personne s'ennuie. Et je comprends que c'est difficile, c'est vrai que c'est dur d'écrire une histoire.
Et sinon, tu vas voir des gens qui font cette métier, qui écrivent des histoires, tu travailles avec eux. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour cette rencontre, pour ce magnifique film qui fait du bien. Pour le plaisir, merci Bégarel. Merci à vous tous pour votre présence. Merci Émilie de Admitable qui distribue le film. Le film sort le 12 octobre dans cette salle bien évidemment et dans beaucoup d'autres. Donc revenez voir pour le plaisir. Merci. Très bonne soirée.